messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, l'autre angle, c'est sur les familles d'accueil. Nous recevons pour en discuter M. Daniel Lacroix. Alors, M. Lacroix, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Daniel Lacroix, je suis coordonnateur professionnel RIRTF Jeunesse. En fait, pour dire, je suis coordonnateur du secteur des familles d'accueil dans la région Chaudière-Appalaches, mais je suis situé ici à Thetford. OK. Vous vous occupez principalement de la MRC des Appalaches. Bien, en fait, de Chaudière-Appalaches au complet. Hein, Montmagny, OK. la Beauce, tout ce qui est de... Lévis et les Lotbinière, 9 exactement. 19 autres municipalités. Tout à fait, moi, c'est ça. Je suis le coordonnateur des intervenants qui interviennent dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Mais mon bureau est situé à Thetford, puis j'ai fait 18 ans de suivi de famille d'accueil à Thetford. OK. Fait que je connais bien le réseau, je connais bien la place, puis je suis natif d'ici aussi. Ça relève du CI3S. Tout à fait, oui. Alors, présentement, vous êtes un peu en déficience au niveau des familles d'accueil. Oui. Des familles d'accueil pour les enfants de tout âge. Exactement. On est en recherche continuelle. Hein? On fait du recrutement là, tout au long de l'année. Comme ici, aujourd'hui, je vous remercie beaucoup de nous recevoir parce que ça va faire résonner un petit peu dans la région aussi des Appalaches. On est en recherche de familles d'accueil 0-18 ans, particulièrement des adolescents, adolescentes 12-17 ans, où ce que là, on a un grand manque de familles d'accueil. Là. Il y a des adolescents, adolescentes qui sont, sans dire sur une liste d'attente, mais ceux que c'est moins prioritaire, on attend de trouver un bon milieu, mais on est vraiment là, en recherche pour ce groupe d'âge-là en particulier. On sait qu'une famille d'accueil, il y a une rémunération qui vient avec ça. On pourrait penser des fois que c'est un montant qui est élevé, mais si on tient compte que c'est 24 heures par jour, 7 jours semaine, la rémunération est très, très faible. Ben c'est ça, exactement. Puis ça, c'est tabou, hein? Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à en parler de la rémunération. C'est un travail maintenant qui est reconnu. Les familles d'accueil ont une association, un syndicat. Une association qui est là pour les supporter, qui est là pour aussi défendre leurs droits, qui sont là aussi pour travailler avec nous autres, l'établissement. On a une super bonne collaboration avec l'association qui est l'ADREC. C'est l'Association démocratique des ressources d'enfance du Québec. On en a un beau partenariat ensemble. Donc, effectivement, la rémunération, il faut en parler, puis c'est d'ailleurs avec Mme Diane Thomas, qui est présidente de l'association, qui disait à un moment donné, là, c'est plus tabou, là, c'est un travail. On peut en parler pour inciter les gens à s'intéresser, à postuler, ou des fois, c'est juste le petit bout qui manque pour dire je veux devenir famille d'accueil parce que ça prend un salaire. Hein? Dans la vie, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, c'est une rémunération qui, tu sais, ça, je le dis, c'est ouvertement, c'est la base, c'est 2300 environ par mois par enfant, minimum. Tout dépendamment des besoins de l'enfant et de l'intensité de service que la famille d'accueil a donné à l'enfant, ça peut monter en niveau. Mais c'est un salaire, mais c'est sûr que si on divise effectivement, comme vous dites, par période de 24 heures, c'est sûr que c'est pas la manne, comme on dit. Le salaire minimum est meilleur que ça. Bien, mais c'est ça, mais ça apporte beaucoup de choses, par exemple, à une famille d'accueil. C'est de la reconnaissance, c'est de pouvoir faire évoluer un jeune, de donner au suivant aussi, hein? Ouais. C'est des gens qui sont... D'abord, quand ils rentrent là-dedans, on se met pas... Comme dans beaucoup de travail, on se met pas millionnaire à faire un travail, mais en fait, c'est d'aller chercher notre intérêt, ce qui va nous faire grandir dans tout ça, tu sais. Fait que des familles d'accueil qui... des gens qui, leurs propres enfants, ont quitté le nid familial, ils vont nous appeler, ils vont dire « Écoute, j'ai de la place, j'ai de l'intérêt à poursuivre mon rôle de parent, je suis intéressé. » Tu sais, tout d'abord, c'est des gens de cœur, les familles d'accueil, hein. Fait que... Parce qu'il faut se rappeler qu'avant... En 2012-2015, là, c'était un petit peu flou pour moi, c'est que la rémunération était vraiment minime, là. C'était des pinottes. Maintenant, c'est mieux, puis il y a des remboursements qui viennent avec ça. Une famille d'accueil est plus supposée mettre l'argent dans ses poches. Mettre l'argent dans ses poches. C'est l'inverse, sans sortir. Mettre la main dans ses poches pour sortir de l'argent. Tout ce qui est de dentiste, optométriste, c'est payé, les médicaments, tout ce qui est de les vêtements, c'est payé. L'inscription au hockey. Oui. Il y a un budget pour l'activité sportive, tout dépendamment de l'intérêt du jeune. Fait que, oui, rémunération, mais en théorie, les familles d'accueil, il y a des remboursements qui viennent avec ça, là, qui fait que c'est plus intéressant. Mais même si c'est intéressant, présentement, on dirait qu'il en manque. Oui. Il en manquait beaucoup. Comme je vous disais tantôt, on a environ 35 familles d'accueil dans la grande région de Thetford, les MRC des Appalaches. On en manque, je vous dirais, bon, idéalement, on pourrait en avoir 25 de plus.
Mais une quinzaine de places de plus, ça pourrait bien faire. 15 familles d'accueil. Puis ça, c'est des familles d'accueil. On commence souvent avec une place, hein, pour les voir à l'œil, voir s'ils sont confortables avec leur mandat de famille d'accueil. Mais en cours de route, si on voit que si eux réalisent qu'ils ont des aptitudes, qui sont bien là-dedans, qui ont envie de développer leurs ressources, puis que nous, on évalue en même temps que c'est des gens qui ont des capacités, on peut augmenter d'une place si le milieu physique le permet. Fait que c'est des gens souvent qui vont avoir 2, 3 places de famille d'accueil. Fait que si on parle de 15 familles d'accueil à 2 places, c'est une trentaine de places. Là, en trentaine d'enfants, mais on en a combien d'enfants, grosso modo, annuellement, mettons, qui ont besoin d'un placement, soit temporaire ou permanent? Présentement, je regardais avant de venir les statistiques de la semaine passée. Environ, c'est 68 enfants de placés dans la grande région de Thetford, dans la MRC des Appalaches. Ouais. 68. Ouais. Tu sais, je reviens à ce que vous disiez, on manque de familles d'accueil, mais c'est un petit peu la réalité partout. Hein? Le manque de main-d'œuvre, les pénuries, ça se répercute même dans notre recrutement de familles d'accueil. On a un petit peu moins, là, tu sais. Mais famille d'accueil, il faut dire aussi que c'est pas évident, ça prend une formation. Est-ce que ça se donne? En fait, le commun des mortels peut postuler. Mais à la base, c'est que nous autres, on recherche des gens qui ont la base, là, tu sais. Base au niveau des... tout ce qui est de... Comment je vous dirais ça? De tout ce qui est au niveau affectif avec les enfants, tout ce qui est de méthode éducative, tout ce qui est d'empathie envers les enfants puis les familles. C'est des gens en difficulté, hein? Fait qu'il faut être empathique à leur cause. C'est de bien connaître le développement des enfants aussi. En tout cas, la base, je vous dirais, pour commencer. Après ça, c'est sûr qu'avec les formations, ça se peaufine. Là, dans la littérature, on parle d'engagement, d'ouverture, de compassion, d'acceptation. Ah, tout à fait, ça prend ça. Il faut que la personne, la famille d'accueil, puis c'est pas juste une des deux personnes. Si c'est un couple, il faut que ce soit les deux. C'est les deux qui sont évalués. On parle de famille d'accueil. C'est autant monsieur que madame qui vont être évalués. Puis on se dit d'entrée de jeu, avant que l'entrevue commence, que les familles d'accueil qui ont des enfants biologiques, en âge de comprendre, ils vont être rencontrés par nous lorsqu'on les évalue pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils comprennent du projet, comment ils voient ça. Tu sais, c'est minimal, mais quand même, on va avoir leur son de cloche, là. Pour pas qu'ils pensent que ça va être ton frère ou ta sœur, ça reste toujours séparé un peu. Puis maintenant, la politique du CI3S, ou en tout cas des services pour le placement comme ça, c'est que l'enfant retourne dans sa famille d'origine assez régulièrement. C'est ça. Et il n'est pas coupé de son milieu. Non, les à situations... ce moment-là, pour la famille d'accueil, ça devient un élément d'écueil un peu plus fort. Oui, il faut savoir que, dépendamment des situations, il y a des enfants qui vont retourner les fins de semaine, de temps en temps, une fin de semaine sur 2 ou à toutes les fins de semaine, dans leur milieu. Hein? Ça, c'est qu'on vise... On vise tout d'abord un retour dans le milieu familial. Quand on place un enfant, c'est pas le but de viser une permanence à la base. C'est de travailler, que les parents puissent se reprendre en main, travailler ce qu'ils ont à faire. Nous, de notre côté, avec les familles d'accueil, on va travailler avec les enfants pour une réunification, si c'est possible. C'est certain qu'il y a des situations où les enfants vont être placés à majorité, ou que ça va être des ordonnances de placement un petit peu plus longues que seulement 1 an. Mais certaines situations, c'est le passage de la DPJ, là. C'est vu comme de quoi de péjoratif, mais il y a beaucoup de gens, d'usagers qui utilisent nos services, mais c'est de passage. Après ça, ils filent, puis on n'entend plus parler, là. Oui. Pour être famille d'accueil, ça prend-tu un couple nécessairement, ou ça peut être une personne seule, soit une femme ou un homme? C'est une bonne question, parce que c'est souvent des questions qui nous reviennent. Famille d'accueil, ça peut être une personne célibataire, une personne seule. Ça peut être un couple, ça peut être une personne, tu sais, peu importe l'orientation sexuelle, tout ce qui est au niveau de la religion, hein, les croyances, c'est pas des éléments qui vont faire en sorte qu'on va mettre un stop. C'est des gens, ça nous prend toutes sortes de gens qui vont accueillir toutes sortes d'enfants. Fait que c'est ça qui est intéressant. Maintenant, ça va aller, comme je vous dis, avec l'évaluation qui va en suivre, là, voir s'ils répondent minimalement à ce qu'on demande là, comme attente et critères. Oui. Là, je pense peut-être à une personne qui fait partie d'une secte. J'en nommerai pas, là, on en connaît quelques-unes, et qui pense qu'en prenant des enfants, il va pouvoir les amener dans la secte. Ça, c'est probablement une personne qui va être refusée. Tout à fait. Puis secte, c'est vraiment l'extrême, mais on parle juste d'appartenances religieuses différentes, témoins de Jéhovah ou des baptistes ou des évangélistes baptistes, en tout cas. Quand c'est une autre sorte de croyance,
ça prend l'autorisation du parent. Moi, si je suis témoin de Jéhovah, j'accueille un enfant, c'est sûr que ce qui va être dit à cette personne-là, c'est vous ne pouvez pas l'amener à l'Église ou peu importe dans vos croyances avec vous. À l'inverse aussi, au niveau chrétien aussi, je suis une personne qui est catholique, je reçois un enfant, je vais aller à l'Église, ça va prendre l'autorisation du parent. Parce que le parent demeure toujours le premier responsable des enfants, à moins d'exception. Mais on a besoin de l'autorisation du parent. Ça, c'est important pour les familles d'accueil, de savoir qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein, t'sais. On se réfère souvent à l'établissement, à l'intervenant de l'enfant, qui est souvent un travailleur social ou autre, on va demander des autorisations. On va aller aux États-Unis cet été. On peut amener l'enfant, il faut traverser les lignes. Le parent, il faut qu'il autorise. Ça se peut qu'il n'autorise pas le parent pour plein de raisons. Je veux... puis même, une coupe de cheveux. Ça prend l'autorisation du parent. Oui, parce que... si on parle d'un adolescent qui va avoir les cheveux aux épaules, puis que la famille d'accueil dit non, les cheveux longs de même, nous, on n'endure pas ça, il va falloir que tu les fasses couper. Il faut que les parents d'origine... Les parents biologiques. Effectivement, il faut qu'ils donnent la permission. C'est ça, exactement. C'est sûr qu'un ado rendu à un tel âge, l'ado, il crée sa propre personnalité. Hein? On en a parlé tantôt aussi. Il se distancie du parent. Même si le parent dit tu y fais couper, ça se peut que l'ado dise non. Là. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'une famille d'accueil doit se référer à l'établissement pour certaines décisions, ce que c'est le parent qui va prendre les décisions, ou la DPJ. Si on parle de sortie dans le milieu familial, le parent demanderait à la famille d'accueil, je peux-tu l'avoir... mercredi, mon enfant, j'aimerais ça, c'est mon anniversaire, bien, la famille d'accueil va se référer au TS pour savoir est-ce que c'est possible selon l'ordonnance. Mais ça, on est là pour les accompagner, les familles d'accueil. Ils ne sont pas toutes seules. Avez-vous des rencontres assez régulièrement avec une famille d'accueil? C'est quoi, une fois par mois? C'est une bonne question. Souvent, il y a deux personnes qui vont graviter autour d'une famille d'accueil. Tu as l'intervenant de l'enfant qui va rencontrer la famille d'accueil, qui va parler avec la famille d'accueil. L'intervenant de l'enfant, lui, il est là pour faire les liens entre la famille d'accueil, l'enfant et les tribunaux. Tout ce qui est l'aspect légal. Lui s'occupe de ça. C'est pour ça que je vous dis que tout ce qui est décisionnel appartient à l'intervenant usager, le TS de l'enfant. De notre côté, les familles d'accueil, on a un intervenant qualité qu'on appelle, qui va s'assurer, en fait, il va gérer le contrat, tout ce qui est l'aspect contractuel avec la famille d'accueil, tout ce qui est de remboursement, des frais de transport quelconques, on parlait d'école, dentiste. L'intervenant aussi, qualité avec la famille d'accueil, va s'assurer que la famille d'accueil exerce sa prestation de service dans des bonnes pratiques. Hein? Parce que, tu sais, il y a des normes, il y a des lois, il y a des politiques d'établissement qui font en sorte qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Fait que nous autres, on est là pour les guider, pour les amener dans les bonnes pratiques, puis des fois pour ventiler. Tu sais, c'est pas tout le temps évident, une famille d'accueil, là. Oui. Mais là, ça m'a soulevé une question. L'enfant a-t-il l'obligation d'avoir passé par la cour pour être placé en famille d'accueil? Ou il peut y avoir des enfants qui, peut-être parfois même à la demande des parents biologiques, je suis plus capable. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Oui, c'est une bonne question. Ça? C'est une très bonne question. Il peut y avoir, peu réduire des PJ quand un parent, comment je dirais ça, qu'il n'y a pas... Tu sais, il y a une question de volonté puis de capacité. Hein? Ça se peut qu'un parent ait la volonté de bien faire, mais qu'il n'ait pas les capacités, par exemple, intellectuelles. Un parent qui a une déficience. Il veut bien faire, mais il n'a pas les capacités. D'un autre côté, on a un parent qui a des capacités, mais il n'a pas la volonté. Il faut qu'il aille à l'hôpital et on ira demain. C'est pas grave. Bon, quand on rencontre ça, qu'on nie la volonté ou la capacité ou les deux, on va falloir se présenter devant le tribunal bien souvent pour que le juge lui oblige, soit le parent ou l'enfant, tout dépendamment de l'âge de l'enfant. C'est la DPJ qui décide, ça? En fait, c'est nous, on va saisir le tribunal. Puis là, dans le tribunal, il va y avoir les avocats de l'enfant, parents, le juge, notre contentieux qui vont faire leur travail. Puis en bout de ligne, c'est le juge qui décide s'il y a un placement ou pas, avec les mesures. Okay. Ça, c'est une mesure ordonnée. Mais la DPJ, il va arriver des situations où ils vont avoir des ententes volontaires. Parce qu'on va pas nécessairement devant le tribunal. On a une entente volontaire, on avance là-dedans avec le volontariat là, des parties. Mais il y a aussi des placements qui sont faits en L4S, CLSC, où il n'y a pas d'ordonnance. L'enfant a moins de 14 ans, parce qu'un enfant de plus de 14 ans peut refuser des soins de santé. En bas de 14 ans, il ne peut pas refuser, c'est le parent qui décide. Donc, si on a des parents volontaires, ils peuvent demander un placement parce qu'ils sont épuisés, par exemple. Ils sont épuisés, fait qu'ils vont avoir, c'est pas une ordonnance du tribunal, ça va être une signature là, avec une convention de placement qu'on appelle, où l'enfant va être placé un certain temps. Puis cet enfant-là, on n'a pas de mesure légale, fait que l'enfant il pourrait aller chez ses parents
Je dis ça grosso modo, mais comme il veut, là, avec l'entente de la famille d'accueil, puis des parents, puis l'intervenant, on n'est pas restreint par une ordonnance du tribunal. Fait que c'est différent. Déplacement volontaire puis déplacement ordonné, si on veut résumer. Y a-t-il un âge limite pour une famille d'accueil, dire un couple de 70 ans, mettons, qui dit « Hey, moi, j'aimerais ça, famille d'accueil. Je ferais ça pendant 4-5 ans. » Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas si la forme est là, si on les compétences. Vous allez évaluer la... c'est sûr ce qu'on va faire, parce qu'on va regarder avec les familles. Parce qu'il y en a qui vieillissent, des familles d'accueil que j'ai, qu'il y a 20 ans, ils étaient là, puis sont encore là aujourd'hui, fait qu'ils ont vieilli. C'est sûr que le projet est différent. On va regarder avec la famille d'accueil. Écoutez, vous avez 70 ans, par exemple, si on prend un exemple. C'est sûr qu'on ne placera pas des bébés, parce que si la situation se prolonge, puis on veut éviter les déplacements, on veut une stabilité. Fait que, tu sais, des fois, c'est une ordonnance d'un an, une autre ordonnance d'un an, où, là, à un moment donné, il faut clarifier le projet de vie. Il ne fera pas jusqu'à 18 ans, mais en tout cas, il y a des risques, là, au niveau de la santé de la famille d'accueil de ne pas pouvoir se rendre à terme. Fait qu'on va peut-être dire à cette famille d'accueil-là, on a d'ailleurs, une dame que je pense dans la Haute-Beauce qui fait que du dépannage. Une grand-maman, elle fait du dépannage pour des bébés. Elle les a un mois ou deux. Le temps que la situation se revire de bord. Il y a une urgence, on y envoie un bébé, elle s'en occupe. Puis là, nous autres, si la situation perdure, on va viser une famille d'accueil plus à long terme. Fait qu'elle est là pour en bon québécois, les starter. Fait que ça, il y a moyen de moyenner si, comme je vous dis, la santé est là puis que les capacités sont là. C'est sûr. Okay. Ah oui. Ouais. Parce que c'est ça, on fait la promotion pour avoir des familles d'accueil, mais il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre aussi. Tout à fait, c'est sûr. C'est sûr. Hein, c'est des enfants qui arrivent, qui ont un vécu, qui ont un sac à dos des fois qui est pesant, que je dis, avec un bon vécu. C'est des enfants qui ont vécu des sévices plus ou moins importants. Hein? Si on parle d'abus sexuels, abus physiques, grosse négligence, c'est des enfants qui... Tu sais, un placement, c'est pas magique, là. C'est une mesure d'aide. Les familles d'accueil vont me dire, bon, l'enfant est arrivé, ça va bien, Daniel, ça va bien, écoute, on a une lune de miel. Il faut comprendre, l'enfant, il va évaluer la famille d'accueil, il va l'analyser, autant que la famille d'accueil va analyser le jeune. Puis c'est des enfants qui ont perdu des fois la confiance en l'adulte. Tu sais, pensez-y, vos parents. On peut faire confiance à nos parents. Tu sais, à base, nos parents sont là pour nous aider, ils nous aiment, ils veulent notre bien, c'est des gens bienveillants. Mais certains jeunes qu'on a en famille d'accueil, ils n'ont pas ça. Si tu ne peux pas faire confiance à ta mère, à qui tu fais confiance? Puis les familles d'accueil vont nous dire souvent, écoute, Daniel, le jeune, c'est difficile, il veut pas comprendre, il veut pas faire... C'est pas qu'il veut pas. Il n'y a pas un humain sur la terre qui veut aller mal. On veut tout bien aller. L'enfant, c'est pas qu'il veut pas avoir un bon comportement, c'est qu'il ne peut pas. Je reviens là-dessus, l'enfant, souvent, il a été en survie dans sa famille. Il était en survie parce que c'est lui qu'il fallait qu'il se nourrisse, c'est lui qui faisait son petit lunch avant d'aller à l'école à 7-8 ans parce que le parent dormait, pour plein de raisons. C'est des enfants, quand ils arrivent en famille d'accueil, les parents de famille d'accueil, ils deviennent des extraterrestres. Voyons, ils s'occupent de moi. Il faut que je me lave à chaque jour. Tu sais, il faut qu'ils reprennent confiance. Fait que, moi, je dis aux familles d'accueil, vous êtes une menace de temps en temps pour l'enfant. Vous êtes un adulte qui ne vous connaît pas. Vous pouvez être menaçant pour lui le temps qu'il apprivoise tout ça. Moi, si je vous disais, vous allez me réciter un beau texte, mais je mets un lion d'une pièce. Allez-vous être capable de vous concentrer à faire le texte que je vous ai demandé en sachant qu'il y a un danger qui rôde autour de vous? C'est un peu une analogie, mais c'est un peu ça aussi. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne sont pas disponibles, ces enfants-là. Fait qu'il faut les apaiser, il faut les amener à reprendre confiance en l'adulte, puis avec tout ce qui est de méthode éducative, tout ce qui est de routine de vie, un régime de vie saine. Là, je vais revenir dans notre région, Oui. la MRC des Appalaches. Oui. Il y a des villages de 300, 350 personnes, Oui. puis peut-être un enfant dans ce village-là qu'il faut qu'il soit placé. La DPJ le place-tu dans une famille d'accueil qui est dans le village ou va le changer de village pour éviter des différentes choses qui pourraient nuire à l'éducation de l'enfant? C'est une bonne question. À la base, on essaie de ne pas déstabiliser les enfants. Parce que c'est un traumatisme de prendre un enfant, de l'envoyer dans un autre village, avec une autre école, un autre réseau. On le sait, on veut les garder proches de leur milieu de vie pour éviter des traumatismes. Bon, quand on peut le faire, quand on a la place. Il arrive des situations où
le village est tout petit, il est possible qu'on dise, ben c'est pas dans l'intérêt de l'enfant qu'il se retrouve dans le même village du parent, là. Bon, des situations, j'ose croire que c'est pas la majeure, mais en général, on essaie de les garder dans le village. Puis tu sais, je l'ai dit, ça prend une famille d'accueil dans le village. On parlait tout à l'heure d'Israéli, qui est quand même une municipalité où il y a des gens et tout ça. On n'a pas de famille d'accueil présentement. Pas de famille d'accueil à Disraeli. Comme celle-là, non. C'est parce qu'il n'y a pas eu de promotion ou... Ben, il y en a eu, on a déjà eu, mais c'est des gens qui ont ouvert leur famille d'accueil, ils ont fait un certain temps, ils ont pris leur retraite. Il y en a d'autres, c'est ça, c'est de passage, mais présentement, on n'a pas de famille d'accueil à Disraeli. Alors qu'on a 17 dans la grande région de Thetford, puis dans des petits villages environnants, on a 1, 2 familles d'accueil. En campagne, des fois. Ouais, tu sais, mais ça veut dire qu'un jeune qui a besoin d'un placement à Disraeli, il faut qu'il sorte de Disraeli. Oui, forcément. Oui. Ouais. Ça revient à Thetford. Au lieu d'aller à la polyvalente de Disraeli, il va à la polyvalente de Thetford. Bien, le secondaire, ce qui est différent dans notre région, c'est qu'il y a des transferts d'autobus possibles. Oui, c'est sûr, vrai. mais encore là, c'est sûrement dans son intérêt de continuer à aller à l'école, mais c'est un transfert, on se lève plus tôt, c'est plus fatigant. C'est moins approprié, là, mais on peut se dépanner comme ça. Ah, c'est vraiment pas évident. Hein? Non, c'est pas évident. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sollicite tous les gens pour du moins aller voir notre site, hein, le CI, je vais dire l'adresse au complet, le www.cisss, il y a 3 S, .com/FA. Là, à partir de ce moment-là, sur la page, ils suivent là, les consignes pour devenir famille d'accueil. Puis quand on va sur le site Famille d'accueil, il y a aussi beaucoup de descriptions. Oui. Les qualités nécessaires. Oui. Le processus est indiqué aussi. Hein? On visionne une vidéo virtuelle où on parle justement c'est quoi être famille d'accueil, c'est quoi la DPJ, c'est quoi notre clientèle, c'est quoi les défis, qu'est-ce que ça prend pour être famille d'accueil. Donc, un coup qu'on a vu la vidéo puis que ça nous intéresse encore, bien là, s'ils descendent un petit peu plus loin, ils voient selon leur région administrative, que ce soit Thetford, les Aides-Chemins, Beauce, il y a des noms d'intervenants qualité avec leur numéro de téléphone qui peuvent appeler pour s'inscrire à une activité de sélection, parce qu'il va y avoir des tests écrits. Des tests écrits qui viennent nous dire un profil des gens. Justement, tantôt, je parlais un petit peu, c'est quoi le type d'empathie qu'ils ont envers les enfants. Ils connaissent-tu bien le rôle parent-enfant? Est-ce qu'au niveau des services corporels, est-ce qu'ils croient à ça? Qu'une bonne tape, ça peut faire l'affaire? Tu sais, c'est là on vient déterminer un profil. Quand ces gens-là réussissent les tests de sélection, on monte un dossier. On envoie une évaluatrice ou évaluateur qui va les évaluer, eux, et leur milieu de vie. C'est une bonne évaluation. C'est au moins à peu près 3 rencontres de 3 heures, grosso modo. Ça peut prendre un mois ou 2. Bien, tout dépendamment des... vous parlez du processus au complet ou l'évaluation? Le processus au complet. Ah, admettons que la personne voit la vidéo aujourd'hui, s'inscrit demain. Les tests de sélection, on en fait couramment dans chaque région. Il peut y avoir des tests de sélection d'ici 2 semaines. S'ils réussissent les tests de sélection, ils le savent assez rapidement, habituellement. Ils remplissent une page. Je dirais 2-3 mois. Mais je ne ferai pas, là, mais à peu près 2-3 mois, là, du début à la fin, quand ça va bien. Là. Ils ont-tu le choix de l'enfant? Ils ont le choix de leur offre de service. C'est-à-dire, moi, le groupe d'âge, souvent, on va 0-5 ans, 6-12, 13-17. Okay. Gars-filles. Tout dépendamment de leur intérêt. Des gens qui n'ont pas eu d'enfants, souvent, vont être dans le 0-5. Ils veulent vivre ça. Ceux qui ont des enfants de 6-7 ans, ils vont demander à avoir similaire le même groupe d'âge. Ils ne demanderont pas nécessairement des adolescents quand ils n'ont pas passé par là avec leurs propres enfants. Ils suivent le développement. Okay. Là. Mais ils définissent leur groupe d'âge. Ça peut être 0-12. C'est pas juste un groupe d'âge. Ça peut être, dans le meilleur des mondes, 0-17 ans. Ouais. 18 ans, là, 0 jusqu'à majorité. Mais ils peuvent choisir ce bout-là. Ça peut-tu excéder la majorité? Oui. Oui, dans certains cas. Si l'enfant n'est pas prêt, son projet de vie, c'est qu'il n'y a pas de retour dans le milieu familial, il est un petit peu laissé à lui-même, on peut continuer le placement, on appelle ça du 18-21 ans. OK. Avec un projet de vie clair. 6 mois avant sa majorité, le TS, il le sait, là. Bon, il n'y a pas de retour chez maman, papa, c'est impossible. Tu n'as pas fini tes études ou tu travailles, peu importe. Pour te donner une chance d'acquérir l'autonomie, de travailler certains aspects que, je ne sais pas, au niveau des habiletés sociales ou au niveau d'une consommation de drogue qui travaille ça pour essayer de s'en sortir, on peut prolonger un placement jusqu'à 21 ans. On peut. C'est sûr que cet encadron, on ne le laisse pas là à attendre. Là. Il y a un intervenant qui ne sera plus de la DPJ parce que 18 ans et plus, il n'y a plus de DPJ. C'est un autre intervenant qui va prendre la relève, qui va assurer le suivi avec la famille d'accueil et l'enfant.
pour donner une chance à l'enfant. Puis ça, c'est en concordance avec la commission Laurent, là. Ah, Régine OK. Laurent qui a eu, là, Oui. tu sais, qui disait, là, nos jeunes à 18 ans, là, c'est pas réglé tout le temps, là. Ouais. Puis à Hein? 18 ans, Ben non. c'est rien que C'est un chiffre. C'est un chiffre, hein, tu sais. Puis c'est des enfants souvent qui ont eu des gros vécus, alors à 18 ans, c'est pas tout réglé, là. Il y a Ouais. encore besoin d'accompagnement. Monsieur Lacroix, Oui. désolé, mais c'est tout le temps qu'on a. Ben merci bien. Merci à tout le monde, hein. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, si vous avez la fibre pour devenir famille d'accueil, évidemment, c'est peut-être pas toujours facile, mais M. Lacroix est là pour vous aider. Gênez-vous pas, vous appliquez. Vous avez le numéro qui apparaît au bas de l'écran. Communiquez avec l'organisme. Et puis, ça serait sûrement une très bonne chose. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.